Bonjour et merci d'écouter Paroles d'Histoire, un podcast qui s'intéresse à l'histoire dans toutes ses dimensions, même les plus concrètes, la vie, le métier des chercheurs et des chercheuses. On en parle à la veille d'une grande journée de grève et de mobilisation dans l'enseignement supérieur à la recherche, le jeudi 5 mars 2020. Avec nos invités, nous défendons des idées, des principes d'attachement au service public permettant, pour nous, à la recherche de s'épanouir. Toutes les informations sur l'émission du jour et sur le podcast se retrouvent sur le site paroledhistoire.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Merci, bonne écoute et bonne mobilisation à ceux et celles qui se reconnaissent dans ces idées et les défendent. Je suis aujourd'hui avec Aurélia Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris Diderot. Clyde Plumosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous représentez le collectif Revue en lutte. Et Florent Piton, bonjour. Doctorant à TER à l'Université Paris Diderot. Tous les quatre, on va faire une émission un petit peu inhabituelle, puisque généralement dans ce podcast, on parle plutôt du versant enchanté de l'histoire, c'est-à-dire les idées, les livres qui nous passionnent, qui nous font vibrer. Mais en même temps, rien de tout ça ne pourrait exister s'il n'y avait pas un substrat matériel très concret, le monde réel de la recherche, des gens qui sont payés, ou pas d'ailleurs, pour travailler, lire, produire des idées, en débattre collectivement, évaluer les travaux dans des revues, dans des comptes rendus, etc. Et ce monde réel, eh bien, beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent savent combien il est difficile, savent combien les postes sont rares au concours. En ce moment, il y a les candidatures au poste de maître de conférence des universités. C'est très difficile, évidemment, pour beaucoup de collègues d'y accéder, savent combien les conditions de travail sont précaires pour beaucoup de gens qui travaillent dans l'ESR, un sigle, je pense qu'on utilisera peut-être dans l'émission, l'enseignement supérieur à la recherche, tout particulièrement, alors peut-être pas particulièrement, mais pour ce qui nous concerne en tout cas dans les SHS, les sciences humaines et sociales, eh bien, ce monde matériel, sans lui, le monde plus enchanté de la recherche n'est pas possible. Est-ce que, d'abord, vous partagez ce constat, les unes et les autres ? Je le partage totalement, en ce sens que l'université, c'est d'abord un collectif de travailleurs. C'est un mot qui revient beaucoup dans les débats à l'heure actuelle et qu'on a eu tendance d'oublier, puisqu'on voit ça plutôt comme une tour d'ivoire peuplée d'intellectuels. Mais d'abord et avant tout, l'université, c'est des travailleurs et des usagers qui partagent un objectif commun, à savoir la production, l'émulation, la diffusion des savoirs, l'augmentation en fait des connaissances, et toutes et tous on a un même but, des étudiants aux enseignants-chercheurs, en passant par tout le personnel de soutien à la recherche, c'est de faire science ensemble. Que ce soit donc dans nos recherches, que ce soit dans nos cours, que ce soit même dans l'espace public que constitue l'agora, d'une certaine manière, que constitue l'université. C'est un collectif, une émulation qui repose sur la solidarité, théoriquement, et la collaboration. Alors, tous ces éléments de ce monde de la recherche très concret, aujourd'hui, on fait cette émission parce que se profile une loi, la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche, que beaucoup de gens critiquent et considèrent, et dont ils considèrent que ça va fragiliser le monde de la recherche. Est-ce que quelqu'un voudrait, peut-être Aurélia, dire en quelques mots en quoi cela consiste avant qu'on y revienne en détail ? Oui, alors c'est une loi qui arrive à un moment particulier aussi, puisque je ne sais pas si c'est fait exprès, mais dans le calendrier des réformes du gouvernement, c'est juste après la loi de réforme sur les retraites, et il y a un lien direct avec la proposition de loi sur la recherche, puisqu'en fait la loi LPPR, c'est une loi de financement, c'est une loi qui vise à refinancer l'activité de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et ce financement, eh bien, dans l'article 2 du projet de loi, il explicite que ce financement, il se fera justement avec les cotisations que l'État ne versera plus pour la retraite des personnels de l'ESR. Donc évidemment, déjà ça c'est un premier point. Et deuxièmement, l'orientation de cette loi, elle est simple, elle tient en deux mots, c'est la compétition et le pilotage. Alors la compétition, parce que ce projet de financement, de redéploiement de nos retraites sur le financement de l'activité de recherche, il va se faire de manière très spécifique, c'est-à-dire qu'il vise à financer des projets qui seraient distingués par la compétition, qui relèvent de l'excellence, dont on attend l'excellence, que ce soit au niveau des équipes, que ce soit au niveau des établissements, ou que ce soit au niveau même des individus, des chercheurs. Donc cette approche de la recherche par la compétition, elle a une incidence évidemment sur l'ensemble de l'activité, pour nous tous, et donc on y reviendra sûrement, je pense. Et deuxième point, le pilotage.
C'est-à-dire que le point fort de l'esprit de cette réforme, c'est de considérer qu'il faut que le gouvernement, le ministère, les instances de la recherche responsables soient au plus près de l'évaluation des résultats qui seront liés au financement promis. C'est-à-dire que si on a décroché un financement, eh bien, il faudra démontrer qu'on en a fait bon usage et qu'on a produit des résultats tangibles. Alors, tangible, ça, on verra comment, c'est un autre sujet. Mais donc, ce pilotage, il a des incidences aussi très importantes, puisque, en fait, il est d'une certaine manière la possibilité d'orienter pour le gouvernement les thématiques, et ça, on en reparlera. Pour les SHS, c'est très lourd, hein, cette orientation, parce que déjà dans les rapports qui sont à l'origine du projet de loi, on mentionne les 14 thèmes qui seront prioritaires pour les SHS, 14 thèmes qui viennent des impératifs du politique immédiat ou moyen terme, et qui ne sont absolument pas l'agenda de nos activités dans la recherche. Juste un point technique, ce projet de loi, il est aujourd'hui connu dans ses détails, établi à la virgule près, ou c'est quelque chose qui est pas totalement encore cadré, défini, susceptible de bouger ? Disons que le projet de loi, il est encore inconnu. On a des fuites sur sa composition, la composition des articles, etc. Mais on ne peut pas encore discuter. Bon, ce que dit la ministre, c'est qu'il n'est pas encore écrit, et que nous sommes encore dans la concertation, pour ne pas dire négociation, parce qu'on n'est pas dans la négociation. Mais surtout, le plus grave, c'est qu'au fond, ce qu'on en connaît, c'est que c'est surtout une façon de formaliser des orientations de politique dans l'enseignement supérieur et la recherche qui datent de 15 ans et qui sont dans une dynamique qu'on peut retracer depuis 15 ans et qui consiste principalement à donner du pouvoir aux établissements, c'est-à-dire aux universités et aux établissements de recherche, pour mener une politique scientifique, employer, recruter, donner des thèmes, financer, etc. Et cette orientation, elle est formalisée dans la LPPR, dans le projet de loi LPPR. Par contre, elle n'a pas forcément besoin de la LPPR pour être mise en œuvre. Parce qu'en fait, depuis un certain temps, il y a déjà, par un certain nombre de décrets qui regardent l'emploi dans la fonction publique, la possibilité de réaliser en fait ces formes de recrutement qui sont faites par les universités, la possibilité de rupture conventionnelle dans la fonction publique, la possibilité de recruter des chercheurs sur projet, le CDI de chantier, tel qu'on l'appelle. Voilà, toutes ces dispositions, elles sont en train d'être votées par décret. La semaine dernière, il y en a eu un qui est passé et qui permet désormais de recruter sur projet. Par ailleurs, le dernier point, c'est que probablement, avec le calendrier parlementaire, il ne va pas être possible cette année de mettre au vote ou mettre même en discussion parlementaire la loi. Donc de toute façon, on s'engage là dans une mobilisation sur le temps long qui n'aura pas d'échéance très claire, et il faut justement, ce qui est urgent, c'est de s'organiser pour réfléchir à la recherche et aux conditions de la recherche qu'on souhaite dans l'esprit que rappelait Clyde en introduction. Alors, si je mets un instant volontairement ma casquette factice d'éditorialiste du Point, pour répondre à ce que vous avez dit, j'ai envie de vous dire, Florent Piton peut-être, mais d'abord, c'est très bien les projets, qui est contre l'idée de projet, c'est beau de mener des projets, et puis après tout, l'évaluation. Est-ce que les chercheurs français craignent d'être évalués, c'est normal d'être évalués, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces arguments qu'on entend dans le débat public, évidemment, parce qu'on sait bien comment tout ça est cadré et présenté. Je crois que la politique de projet, le problème, c'est qu'elle fixe la recherche sur des temps d'abord très courts, et notamment en sciences sociales, en histoire tout particulièrement, on a besoin de temps long pour construire des projets de recherche qui se font à l'échelle de plusieurs années, voire davantage, et obéir comme ça à des injonctions qui viendraient de 2-3 ans, ça ne permet pas de construire cette recherche sur le temps long dont il y a besoin. Et du point de vue de l'évaluation, est-ce que les chercheurs et les chercheuses en France redoutent d'être évalués à ce point-là ? Clyde, qu'en dites-vous ? Mais pas du tout. En fait, tout dépend de ce qu'on entend par évaluation, puisqu'on est évalué en permanence. Je veux dire, depuis, les étudiants le savent, mais les chercheurs, les enseignants-chercheurs, qu'ils soient en poste ou en recherche de poste, le savent également, à savoir que chaque année, on rend compte de ce qu'on fait, que ce soit par des articles, que ce soit par nos candidatures, que ce soit par nos rapports d'activité. Nous avons de multiples instances, en fait, d'évaluation. En fait, la question, c'est qui évalue qui et comment. Et pourquoi, en fait, surtout. Mais qui évalue ? Théoriquement, l'université, je l'ai dit tout à l'heure, elle repose sur une forme de collégialité.
Cette collégialité, elle est un idéal auquel on aspire toutes et tous, mais malheureusement, il reste bien des choses à faire pour la faire advenir très concrètement dans nos structures. Néanmoins, on a créé des instances d'évaluation dans nos laboratoires, dans nos UFR, nos unités de formation et de recherche, nos universités, au CNRS, bien évidemment. Chaque année, un chercheur CNRS rend un rapport d'activité où il liste l'ensemble de ses publications, l'ensemble de ses interventions, en quoi il a contribué à la valorisation de son savoir dans l'espace public, etc., etc. Mais ce sont des instances collectives qui répondent à des critères qui ont été décidés ensemble, à savoir en quoi telle recherche, tel enseignement, telle action scientifique d'une certaine manière contribue à l'enrichissement de toutes et tous. Là, ce que propose la LPPR, et ce qui en fait nous est proposé depuis une quinzaine d'années, voire en fait depuis plusieurs décennies, puisque les lois qui sont proposées à l'université française rêvent de faire de cette dernière une université de type anglo-saxonne, qui rentrerait donc dans les plus hauts niveaux des classements de Shanghai, qui serait donc compétitive, excellente, et en fait qui créerait numériquement beaucoup de brevets ou d'articles. Ce que nous propose le gouvernement à l'heure actuelle, c'est une évaluation à l'aune donc d'un pilotage assez autoritaire de l'État, relayé par des agences d'évaluation qui ne relèvent pas de l'initiative des chercheurs, comme le CNU par exemple, le Comité national des universités, qui chaque année expertise les thèses, qui permet aux jeunes chercheurs de se qualifier pour prétendre au concours de recrutement de maîtres et de maîtresses de conférences, mais donc de piloter les évaluations des chercheurs par le haut, et par ailleurs en répondant à ce qu'ils appellent des défis de société. Mais ces défis de société, là encore, qui les fixe et pourquoi ? Ce sont majoritairement l'État qui fixe ces défis de société, absolument pas en dialogue avec les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants, les usagers, les travailleurs de l'université. Et ces défis de société répondent à des intérêts. Mais ces intérêts, à partir du moment où ils n'ont pas été discutés collectivement, on se doute bien où est-ce qu'ils vont. Ce sont des intérêts qui répondent à des politiques, mais des politiques pas de service public, des politiques qui ont une idéologie, et à des intérêts privés. Puisque le pari aussi derrière cette loi, c'est quand même de plus en plus de fusionner l'université et les intérêts des grands groupes industriels et de services. Je me permets d'ajouter un mot sur cette question de l'évaluation pour dire évidemment que si je laisse de côté l'argument de mauvaise foi consistant à dire mais quoi les chercheurs ne veulent pas être évalués, l'évaluation ça a aussi une dimension qui n'est pas seulement celle des instances mais l'évaluation ordinaire par les pairs, c'est-à-dire que quand on publie, il y a des recensions de son travail dans des revues, il y a l'évaluation savante de la qualité de la recherche, en tout cas en histoire, elle se fait aussi de cette façon-là qui est très ancienne, puisque quand on lit Marc Bloch, Lucien Febvre, ils passaient leur temps à écrire des recensions dans les annales, dans la revue de synthèse, parfois très dur pour certains collègues dont ils trouvaient que le travail n'était pas assez abouti. Et donc l'évaluation la plus stricte, d'une certaine manière, c'est pas forcément les instances d'État qui la produisent, mais ce sont en général les pairs, en tout cas, qui sont censés la produire. Oui, alors il y a deux choses importantes sur l'évaluation, c'est que effectivement l'évaluation elle est permanente et elle est cruciale, on la revendique. On revendique une bonne évaluation et principalement c'est au moment des publications. Aucun chercheur ne peut, mettre en œuvre une recherche sans la lecture d'un comité de lecture anonyme, expert, etc., qui est en capacité de juger ce travail. Et ça, il n'est pas question de refuser de s'y soumettre, au contraire. Par contre, on a l'impression en tout cas moi c'est mon impression depuis 15 ans, que ces moyens d'évaluation, ils sont détournés. Ils nous échappent, en réalité. Je participe aussi à des comités de lecture, je fais évaluer mes articles chaque année. Ils nous échappent parce qu'il y a une injonction au résultat qui, en fait, effectivement, n'est pas donnée par des professionnels de la recherche. Et donc, la facilité, c'est de la mesurer en chiffres, par exemple. Voilà, c'est tout ce qui relève de la bibliométrie. Donc on évalue quantitativement le nombre d'articles, etc. Et non seulement le nombre d'articles, mais le nombre d'articles qui ensuite sont cités par d'autres chercheurs avec un H index, c'est-à-dire si vous avez tel coefficient, ça veut dire que vos articles sont publiés dans des revues de telle importance, cités par des gens de telle importance, et du coup ça fait de vous un chercheur à aura et stature internationale. Autrement dit, c'est aussi en filigrane un portrait du chercheur tel que l'imaginent ceux qui nous gouvernent, mais pas forcément tel que
les gens qui font de la recherche le revendiquent. Le bon chercheur n'est pas nécessairement la star invitée à Shanghai, à Tokyo ou à New York parce qu'il publie énormément dans des revues prestigieuses. En tout cas, c'est pas le seul modèle du bon chercheur. Absolument, et même pour un chercheur lambda, et je pense que c'est la majorité d'entre nous, eh bien, il est amené en fait à multiplier les publications. Alors sur un sujet, il va chercher, et c'est tout à fait normal, et c'est le cas pour les jeunes chercheurs, d'autant plus de publier le plus possible. La conséquence, c'est que du point de vue des revues, tu y reviendras sûrement, eh ben, on passe beaucoup de temps à lire des mauvais articles. Alors, mauvais, je plaisante, c'est-à-dire qu'en fait... qui pourrait être meilleur en tout cas. Oui, si on ne poussait pas à la publication et si on ne poussait pas à la course, à cet index, à ce chiffre qui permet de se distinguer dans la compétition généralisée qui est un petit peu prévue. Absolument. Et c'est pour ça que je dis que cet outil nous échappe alors que c'est le nôtre et qu'on y tient absolument et qu'il repose tout à fait sur l'évaluation. L'évaluation très honnête, scrupuleuse, parfois un peu douloureuse même, mais qui est la condition de la production des connaissances. Et les autres instances d'évaluation, effectivement, c'est celles que tu as rappelées, c'est notamment le CNU ou les comités du CNRS, qui sont effectivement des instances de pairs et qui sont des instances élues. Voilà, donc ce principe de la collégialité, il est fondamental. Alors, il y a peut-être des choses à renouveler dans le fonctionnement de ces instances, mais en tout cas, leur principe, c'est quand même une assemblée, un collège d'élus, et ça fait toute la différence avec le dispositif de l'HCERS, donc le Haut Comité pour l'évaluation de la recherche, qui sera dans la LPPR le principal outil de pilotage. Alors avant de revenir à cette LPPR et à son contenu, on a parlé aussi du mot de compétition qui est mis en avant dans les attendus de cette loi. Moi, le premier moment où j'ai été amené à prendre conscience de ces enjeux récents, parce qu'évidemment on les connaît depuis de longues années, tout ce qu'on évoque ici, en fait, ça fait longtemps que c'est en place de certaines manières et que là, ça risque de s'aggraver. Le premier moment où j'en ai pris conscience, c'est lorsque j'ai entendu parler du discours tenu par le président du CNRS en novembre 2019, dans lequel il appelait de ses voeux, je cite, une loi inégalitaire, une loi darwinienne. Et je dois avouer qu'en tant qu'historien, j'étais profondément choqué d'entendre un haut responsable universitaire appeler au darwinisme, sachant que Darwin lui-même n'a jamais appliqué à la société l'idée d'une sélection naturelle. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous a fait réagir, Florent ? Je crois que ce discours, il est animé par cette idée qu'il y aurait une vertu à la compétition et tout ça étant lié au modèle de l'excellence. Sauf que c'est oublier que l'excellence, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas de manière intrinsèque. Elle dépend de l'insertion que l'on a dans le milieu universitaire avant même de produire et pas de la qualité en soi de nos recherches. Et donc, penser comme ça que cette compétition darwinienne, elle permettrait aux meilleurs de se distinguer, c'est un peu ignorer la manière dont se joue le monde universitaire. Sur cette idée d'une logique darwinienne, Claude, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de plus grave, simplement que la méconnaissance des conditions de la recherche, aussi dans ce que ça dit d'une vision du social ? Alors idéologiquement, oui, c'est très problématique, puisque la façon dont entend Darwin Antoine Petit, qui se dit d'ailleurs PDG du CNRS, reprenant donc un vocable du management néolibéral et se l'appropriant et disant bien donc en fait ce qu'il entend faire, à savoir il entend faire des chercheurs des entrepreneurs de leur recherche. Et ces entrepreneurs seraient donc par des mécanismes de compétition, tels que les rappelait Florent, d'une certaine manière, magiquement excellents pour celles et ceux qui seraient donc distingués de la masse. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est une volonté d'individualiser absolument la recherche et en deçà, donc créer des entrepreneurs de recherche qui seraient à la tête de plusieurs millions d'euros et qui pourraient piloter donc des vastes chantiers qui répondraient à des défis sociétaux fixés par l'État, contre, en fait, un service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ce service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est ça, en fait, qu'on défend à l'heure actuelle. Et service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, ça veut dire que, bien sûr, chaque chercheur, enseignant, chercheur, travailleur de l'université a sa personnalité, a sa recherche, a son terrain, mais il ne vaut que collectivement. Il ne vaut que dans une émulation et non pas une compétition collective. On parlait de revues tout à l'heure. Effectivement, une des grandes instances d'évaluation pour les chercheurs dans leur vie, du début de leur recherche à la fin, c'est l'évaluation des revues. Elle peut être très cinglante, mais elle est toujours marquante. Pourquoi ? Parce qu'on apprend qu'il n'y a d'écriture, qu'il n'y a que redistribution de nos connaissances,
que dans ce passage par le collectif. Ce sont les revues qui nous apprennent à écrire. Ce sont les revues aussi qui nous apprennent à lire. Quand on siège dans leur comité éditoriaux, par exemple, l'obligation de lire un certain nombre d'articles, de rendre compte du travail des autres, de comprendre le champ à un moment donné pour voir ce qu'une production apporte à celui-ci, ce qu'elle permet de déjouer, de dénoncer, les nouvelles pistes qu'elle offre à la réflexion, c'est ça véritablement en fait qui fait le travail des revues, et c'est ça qui fait qu'on a effectivement une économie de la connaissance qui est bien différente de celle qu'on essaye de nous proposer à l'heure actuelle. L'économie de la connaissance qu'on défend, et qui n'est pas l'économie nécessairement de la connaissance à l'heure actuelle. Enfin, je veux dire, on sait bien qu'il y a des choses à changer dans notre système à l'heure actuelle, et on s'empare de ces luttes, justement, pour voir tous les problèmes qu'on a peut-être laissés de côté. On s'est emparé de ces luttes, notamment aussi pour résoudre un ensemble d'enjeux qui, depuis plusieurs décennies, sont problématiques au sein de l'ESR. C'est notamment la précarisation d'une part importante des travailleurs de l'université. Plus de 25% des enseignants-chercheurs sont des enseignants-chercheurs précaires. Dans l'édition scientifique, c'est plus de 60%, par exemple chez Open Edition, de travailleurs qui ne sont pas fonctionnaires ou ne disposent pas d'un contrat permanent. On essaye également de revoir ce qu'on entend par collégialité, fonctionnement collectif, émulation partagée, à savoir que effectivement nous avons des instances qui ont été élues et qui visent justement à permettre donc l'intégration de nouveaux membres dans nos seins, de les évaluer, mais ces dernières ne sont pas toujours au clair sur les règles d'évaluation, et c'est un débat que nous avons depuis toujours, mais qui, à l'aune des lois actuelles, prend une nouvelle portée. Et puis, bien sûr, ce qu'on défend, c'est la capacité de créer un savoir qui échappe aux lois du marché. C'est-à-dire que l'économie de la connaissance que défend l'université et la recherche de manière générale, c'est une économie de service public, donc qui ne peut pas faire l'objet d'une approche de type quantitative. Et les revues, pour le coup, on est vraiment piégés dans ce système, puisque à la fois on défend l'autonomie de la connaissance et en même temps, c'est nous qui servons à l'évaluation des chercheurs. Donc comment faire pour essayer en même temps d'évaluer la qualité d'un travail, de pouvoir le pousser éventuellement pour sa production et sa diffusion, tout en déjouant les attentes du gouvernement à l'égard de l'évaluation de chercheurs, d'individualité, plutôt que d'enrichissement des connaissances collectives. Sur un point que vous avez soulevé, il me semble qu'il y a un argument peut-être aussi qui peut être mobilisé, celui finalement d'une recherche dont nos instances ou nos gouvernants voudraient qu'elle soit valorisable, marchandisable en termes de brevets, etc. Même en admettant que ce soit le seul but à poursuivre, la recherche fondamentale, moi j'ai lu beaucoup de scientifiques de haut rang qui le disent, qui le pensent, la recherche fondamentale est en fait le meilleur moyen d'y arriver, parce que faire une recherche qui est pilotée dans un but instrumental en disant on fait une recherche qui nous donnera des brevets à l'arrivée, c'est pas forcément la meilleure manière d'y arriver. Laisser les chercheurs libres d'expérimenter et finalement de construire leur projet de recherche, c'est ça qui fait de l'imprévu dans la recherche de connaissances, dans la production de savoir, et qui à terme pourra donner, même si on est dans cette optique, des brevets bien plus lucratifs que si on avait dès l'origine dit, voilà, il faut que ça puisse être rentable dans X années, et donc on le pilote de cette façon-là. Est-ce que c'est pas aussi se leurrer sur le caractère instrumental d'un pilotage de la recherche à des fins, disons, marchandes ou lucratives ? Ah oui, alors ça, complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'était un des travers du mandat précédent, si je peux me permettre, du ministère précédent, qui était déjà très axé sur la façon de valoriser, de transférer. Et ça, c'est un enjeu aussi de la loi, c'est-à-dire que c'est une loi de refinancement, mais qui vise aussi à améliorer la façon dont le privé peut capter l'effort de recherche. Et le financement, il est aussi dirigé vers le secteur privé. Et là, effectivement, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un danger. Mais évidemment, sur la qualité de la recherche et sur la qualité de la production des connaissances, ça a des conséquences. Alors, par exemple, c'est intéressant de voir ce que dit le rapport, un des 3 pré-rapports qui a servi à la loi, à propos des sciences humaines et sociales, puisque évidemment, c'est là où les rapporteurs étaient un petit peu embêtés, parce que la valorisation industrielle, par exemple, elle est moins évidente. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? En plus, ce sont des gens qui ont tendance à contester, alors qu'est-ce que va-t-on faire d'eux, etc. Et donc, la proposition, qui est d'ailleurs la proposition 9 du premier rapport, c'est donc de soutenir les sciences humaines et sociales, mais notamment dans leur collaboration ou leur capacité à collaborer avec les sciences dures, à travers une série de défis sociétaux. Alors, il y en a 5 qui sont cités: l'intelligence artificielle, le développement durable, la relation homme-machine, l'éducation et la radicalisation, 3 petits points de suspension. Alors là, on voit que
l'agenda de ces injonctions, il est très politique, bien sûr. Il est effectivement complètement tourné vers l'application industrielle. Donc, il n'y a aucune réflexion sur ce que peuvent apporter les sciences humaines et sociales dans une recherche fondamentale de long cours. Enfin, je pense que c'est vraiment une incapacité à se l'imaginer. Et donc, bon, peut-être un manque aussi de culture, ou je ne sais pas. Et là, on est confronté vraiment à devoir défendre l'apport de services publics que produit la recherche en sciences humaines et sociales. Et notamment sur le fait qu'une société qui se prive, et là on va le voir à partir du 5 mars, si on arrête effectivement l'université et la recherche, comme on appelle à le faire, qu'est-ce que c'est une société qui ne pense plus ? Qui ne produit plus, en tout cas de manière organisée, sous la forme du service public, qui ne pense plus, et on va vite se rendre compte, ne serait-ce qu'avec l'arrivée du coronavirus, comme on a eu déjà d'autres épisodes, qu'on a besoin d'une réflexion de long cours. D'ailleurs, à ce propos, ça ne regarde pas les sciences humaines et sociales, mais on a vu très bien comment des chercheurs avaient repéré ce virus et que leur recherche n'avait pas pu être financée en 2006. Parce que ça ne rentrait pas dans les cases de la programmation de recherche européenne. Aujourd'hui, on serait bien content qu'ils aient pu poursuivre leur recherche de long cours, etc. Bon, alors évidemment, pour l'histoire, c'est moins aigu. On n'a pas ces situations d'urgence, etc. Mais par contre, en fait, c'est une des choses qui nous fragilise, de ne pas avoir ce réservoir de pensée, au sens large, qui nous permettent aussi d'envisager l'avenir. Si j'ai bien entendu, dans les 5 thèmes, il n'y avait pas émancipation par le savoir, je ne me trompe pas. En tout cas, il n'est pas cité dans le rapport. Il n'est pas cité pour l'instant. Bon, on peut voir, il y aura peut-être des reformulations. Alors, si on regarde ce que va changer la LPPR telle qu'elle est envisagée, donc on a dit chaque virgule n'est pas encore en place, mais il y a malgré tout des grandes orientations qui sont annoncées par des rapports, par des fuites, etc. Si on examine ce que ça va changer, on a déjà identifié un certain nombre de points. Vous avez parlé de ces transferts budgétaires s'agissant des retraites. En revanche, il y a des points qu'on n'a peut-être pas abordés, s'agissant notamment du statut des personnels, des recrutements de ces personnels. Est-ce que vous voudriez détailler les problèmes que ça pourrait poser ? Je crois que ça a été un peu dit. Il y a déjà une précarité qui est extrêmement importante au sein de l'ESR aujourd'hui, et qui d'ailleurs, cette précarité, elle prend plusieurs formes, elle a des degrés divers. Bon, il y a d'abord si je me place du point de vue des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses, toute cette masse de doctorants qui ne sont pas du tout financés, qui ont des emplois par ailleurs et qui donc sont dans des situations compliquées pour mener leurs recherches. Ceux qui exercent un certain nombre de vacations, on sait que ces vacations, elles sont menées dans des conditions compliquées également, sans contrat, fort mal payés, payés avec de nombreux mois de retard. Et puis, il y a ceux qui ont des contrats qu'il faut renouveler chaque année. Voilà, donc il y a une précarité importante. Et la LPPR, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, elle renforce donc la LPPR, cette précarité, en expliquant qu'y compris après la fin du doctorat, les jeunes chercheurs pourront être recrutés sur des projets de, je crois que c'est 3 fois 5 ans, et que peut-être, à l'issue de ces projets successifs, pourront espérer une titularisation. Finalement, la LPPR, elle vient poursuivre et amplifier une politique qui est déjà là, ça a été un peu dit, depuis au moins une quinzaine d'années. Alors sur ce point, peut-être qu'on peut faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment de l'excellence, parce que avoir des labos excellents et des chercheurs très internationaux, est-ce que ça suppose pas dans l'esprit de ceux qui ont pensé cela, que ces gens excellents le sont parce qu'ils ont peut-être sous leurs ordres, dans leur labo, des gens très précaires et du coup, peut-être, si vous me passez l'expression, corvéables pour les bas stages de la recherche. Est-ce que c'est pas un système à 2 vitesses finalement vers lequel on se profilerait avec la Pimosi, qui est déjà en partie peut-être en place, mais qui serait renforcé. Que souscrire. Il est déjà en partie en place puisque via le système des ERC, donc le financement de la recherche par les appels de l'Union européenne, des chercheurs à la tête en général de laboratoires et surtout d'une équipe où les petites mains sont légion, donc tous les contrats précaires, se retrouvent à devoir gérer, parce qu'ils sont gestionnaires de leur recherche, plusieurs millions d'euros. Ce qui peut s'expliquer dans la recherche en sciences dures par l'investissement dans du matériel est beaucoup plus difficile à expliquer dans le cas des sciences humaines et sociales, d'autant plus que
quand on reçoit cet argent de financement par projet, d'où il vient? Il vient des dotations qu'on a retirées au laboratoire. Donc c'est ça aussi, on est toujours en fait sur cette loi de financement. Poursuivons le fil rouge en fait, c'est qu'il y a une redistribution des équilibres. Il n'y a pas un argent qui apparaît ou qui disparaît, etc., mais tout se transforme, et ça se transforme effectivement une fois de plus vers l'individualisation et la sélectivité de personnalités qui sont entrepreneurs et gestionnaires de recherche, plutôt que la redistribution à toutes et tous qui faisons l'université, pour pouvoir donner le temps à une véritable recherche fondamentale et donc originale de se faire par l'émulation collective, et non pas par des choix individuels, arbitraires, etc. Par ailleurs, ce qui pose problème aussi dans cette philosophie, dans cet esprit de la LPPR, c'est que, donc Florent parlait de la précarisation renforcée des jeunes chercheurs. Il faut savoir que l'âge moyen à l'heure actuelle du recrutement, c'est 35 ans. 35 ans, c'est tard. Ça veut dire qu'entre la fin de votre thèse, mettons que vous finissez vers 27-28 ans, et le moment où vous êtes recruté, vous avez 7 ans de contrat précaire. Ou peut-être 7 ans dans l'enseignement secondaire, pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir eu les concours d'enseignement, mais qui ont du coup des conditions radicalement différentes pour mener leur recherche à bien par rapport à celles et ceux qui ont tout le temps d'une certaine manière pour mener leur recherche, et donc d'être évalués à ce titre. Et 7 ans, c'est pas n'importe quelles 7 années, puisqu'entre 28 et 35 ans, on sait bien que c'est souvent le moment où familialement on s'installe, et du coup, c'est pas exactement le moment où c'est le plus agréable d'être précaire professionnellement. Donc il faut pas non plus négliger cette dimension. Quand on parle de la précarité, c'est un mot, mais derrière ce mot, évidemment, il y a des conditions de vie concrètes qui peuvent être extraordinairement difficiles. Avoir 2 enfants et un contrat précaire, c'est incroyablement compliqué, et par exemple, vivre en région parisienne devient inabordable, en tout cas dans Paris intramuros, certainement inabordable. Donc voilà, il y a des choses très, très concrètes derrière, qui sont le lot quotidien, évidemment, de gens que cette loi pourrait fragiliser davantage. Alors si je vous suis bien, ça veut dire qu'il y aurait finalement une solution peut-être évidente à beaucoup de problèmes de la recherche en France, qui serait, comme dans l'éducation nationale, ce que demandent beaucoup de profs, c'est-à-dire des postes fixes. Est-ce que ce serait aussi simple que ça, des postes fixes et pérennes de chercheurs en plus grand nombre ? Absolument, c'est exactement ce qu'on demande, et ça nous paraît effectivement la seule politique possible et urgente. C'est-à-dire que la situation à partir de laquelle parle le gouvernement aujourd'hui en disant il faut rendre les carrières attractives, il faut attirer les excellents, y compris depuis l'étranger, etc., c'est parce que c'est déjà le constat, ils prennent acte du fait qu'effectivement déjà aujourd'hui, la recherche est fragilisée, abîmée par l'état de l'emploi. Et comme il n'y a pas eu de politique de réinvestissement dans l'emploi pérenne, les conditions se dégradent. Si bien que ça a des conditions sur l'exercice de la recherche, et les situations de précarité qui sont assumées individuellement, elles ont des conséquences sur la production elle-même. Par exemple, parce que pour payer son loyer, même pas dans Paris intramuros, il faut anticiper sur des contrats que l'on va, pour lesquels on va devoir commencer à parler, à participer à des réunions. Sans parler des vacations que les universités payent avec 8 mois, 10 mois, 12 mois de retard. Donc il faut évidemment avoir une trésorerie, voire solliciter ses proches pour faire face à des problèmes de trésorerie. Enfin, ce sont des réalités ordinaires. Qui sont aggravées, et qui seront aggravées d'ailleurs par la réforme de l'indemnisation du chômage, qui vient de passer. Ça va amplifier, disons, ces situations. Et donc, ce sur quoi j'insiste, c'est que dans un contrat de postdoc de 18 mois, qui est plutôt une situation maintenant assez confortable, on se dit, génial, j'ai décroché un postdoc de 18 mois. Ce postdoc de 18 mois, ça fait 2 ans qu'on le prépare, en réalité, et puis on va travailler 6 mois, et puis on va ensuite se dépêcher d'en trouver un autre. Et si bien qu'il y a une inefficacité de ce dispositif de recherche. Et ça, c'est absolument dramatique, parce qu'on scie la branche sur laquelle on est assis, en fait. C'est ça qui est... Donc, effectivement, la seule réponse possible, c'est une politique d'emploi massive qui puisse consolider donc, les chercheurs dans leur activité, les rendre sereins, qui permettent aux jeunes de se projeter aussi dans l'avenir. Je crois que la situation de Florent, elle est classique. Il y a un moment aussi où nous, on voit baisser le nombre de candidats en thèse. Et ça, c'est très triste, parce qu'on a en France toutes les capacités de développer une recherche collective de qualité, etc. Et quand on voit qu'on est obligé de décourager nos meilleurs étudiants parce qu'il n'y a pas de perspective, là, sur la production de connaissances, on est très mal.
Un point peut-être pour compléter, sur les revues, parce que Clyde, vous représentez le collectif ici Revues en lutte, qu'est-ce que ça risque de changer négativement pour les revues savantes, cette LPPR ? Je vais continuer, je vais poursuivre le fil de discussion sur les précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque celles et ceux qui soumettent le plus d'articles à nos revues, et les plus originaux, les plus novateurs, sont les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses en général sans poste, ou alors en poste contractuel. Et donc c'est terrible à ce niveau-là de la chaîne éditoriale de voir déjà qu'on sera affecté, puisqu'on précarise les nôtres en fait. Par ailleurs, on parlait des contrats de chantier tout à l'heure, mais ça aussi, ça va être des solutions qui vont être proposées à tous les travailleurs de l'édition scientifique, donc les éditeurs, éditrices, secrétaires de rédaction, traducteurs, même les personnes qui ont des compétences dans le numérique, toutes ces personnes qui font en fait de nos idées des produits papier, manufacturés, qui sont du coup lisibles et diffusables pour toutes et tous. Ces gens-là sont directement dans la ligne de mire aussi de la LPPR, sont celles et ceux qui vont payer le prix fort pour la loi de réforme sur les retraites, sont celles et ceux qui ne pourront plus bénéficier de 6 mois de chômage digne, le temps de retrouver un nouvel emploi, etc., etc. Et enfin, comme on en parlait tout à l'heure, le problème de ce pilotage autoritaire de la recherche par l'État, c'est effectivement l'assèchement aussi de nos revues, puisque nos dotations dépendent d'universités, du CNRS, de l'État. Or, elles diminuent et de plus en plus sont reconfigurées dans le cadre d'appels à projets qui visent finalement malheureusement à rétrécir la pluralité, la diversité des revues de sciences humaines et sociales au motif de quelques grands défis dans lesquels bien des revues ne se retrouvent pas. Donc on est affecté à tous les niveaux et à partir de là, la revue était un lieu intéressant pour se mobiliser parce qu'elle met en collaboration, c'est un petit microcosme de l'université d'une certaine manière, qui met en collaboration donc chercheurs, enseignants, chercheurs, personnel de soutien à la recherche, jeunes chercheurs, et puis bien sûr aussi les usagers, puisque le principe de la revue, c'est de permettre à d'autres gens que les gens de l'université de lire ce qu'on fait et de s'en emparer. On s'adresse évidemment aux élus, on s'adresse bien évidemment aux citoyens et aux citoyennes, aux enseignants. Et j'étais très sensible au parallèle que vous avez dressé tout à l'heure avec les enseignants du secondaire. Je veux dire, ces 10 dernières années, on n'arrêtait pas de nous parler d'un programme réussite Bac-3, Bac+3, en fait, comme s'il y avait effectivement, et il doit y avoir une collaboration entre les enseignants du lycée, mais évidemment, il faudrait remonter jusqu'à la maternelle, je suis bien d'accord, jusqu'en licence. Un des objets de la loi, c'est aussi de casser le statut d'enseignant-chercheur et de distinguer les chercheurs des enseignants du supérieur. Et ça, je trouve ça une fois de plus, peut-être darwinien, pour Antoine Petit, mais surtout un appauvrissement fondamental en fait de ce qui fait la recherche, à savoir qu'il n'y a pas des professionnels de la recherche d'une part et des professionnels de sa retransmission, puisque de toute façon transmettre de la recherche c'est aussi en produire et casser cette spécificité française qui est qu'on peut à la fois faire advenir des nouvelles façons de voir le monde et en même temps pouvoir les transmettre, chacun choisissant soit d'être enseignant-chercheur, soit enseignant, soit chercheur, mais sans faire des oppositions artificielle entre ces deux tenants, c'est dramatique. Et j'espère une convergence des luttes à ce niveau-là. Malheureusement, on a pris un temps de retard. Et peut-être qu'aussi l'enjeu de cette émission, c'est de montrer à quel point on espère ne pas être vu comme une lutte corporatiste. C'est pour ça que cette question des évaluations n'est pas le problème. Ce qui pose problème pour nous, c'est l'équilibre budgétaire qu'il y a derrière et ce que ça dit de la casse du service public qui nous affecte toutes et tous. Alors effectivement, convergence des luttes, on pourrait en parler longuement puisque le lycée et l'enseignement secondaire dans son ensemble, et le lycée en particulier avec Parcoursup, avec les E3C, sont des lieux... le lycée est un lieu qui connaît des mutations douloureuses depuis ces derniers temps. Évidemment, l'hôpital et les retraites sont des enjeux extraordinairement importants. Et donc, je pense que sur le diagnostic, on va se rejoindre sur l'idée qu'il faut penser ces choses ensemble. Alors, le diagnostic, on est en tout cas à cette table d'accord pour l'établir. Est-ce qu'on peut maintenant parler des moyens d'action, des moyens de mobilisation ? Et est-ce que, peut-être en préambule sur ce point, est-ce que ce diagnostic, il est totalement partagé et la nécessité de mobilisation, elle est totalement partagée ? Il y a des revues très engagées, il y a plein de gens très engagés, mais est-ce que la prise de conscience, elle est générale dans la communauté savante aujourd'hui ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mouvement d'une ampleur inédite. Ça, c'est évident que, moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas, même en 2009, où il y a eu une grosse mobilisation contre
justement, enfin bon, sur plein d'autres choses qu'on retrouve aujourd'hui. Mais bref, il y a effectivement le mouvement des revues, il est très impressionnant parce que ça engage beaucoup d'acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur. Je crois qu'à peu près toutes les universités de France ont exprimé en tout cas une position sur la mobilisation. Toutes les catégories, hein, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, justement, ça a fait apparaître de manière très vive l'importance du secteur des non-titulaires, hein, des précaires, qui font Sciences dites dures et SHS, ou seulement les SHS dans leur coin, revendicatrices, comme toujours? Alors, bon, il ne faut pas se mentir sur le fait que les SHS sont motrices, ont été en tout cas beaucoup dans les dernières semaines. Cela dit, on retrouve... Non, il y a des secteurs, enfin tous les secteurs sont concernés, les collègues de toutes disciplines sont là, avec peut-être d'autres formulations, notamment sur la question de l'évaluation ou des revues, ils sont confrontés à d'autres difficultés. Mais en tout cas, c'est un mouvement d'une immense ampleur. Par contre, ce qui est difficile, je dirais, c'est justement sur les moyens d'action, c'est d'emmener, disons, ce diagnostic partagé, hein, qui pourrait être mobilisateur, qui l'est, de l'emmener sur des formes d'action qui nous emmènent tous, disons, dans clairement la confrontation avec le gouvernement. Et ça, là, je dirais qu'on n'est pas encore tout à fait à ce stade, mais le fait de se reconnaître avec d'autres secteurs en lutte et avec des intérêts communs pourrait être très important. Je rajouterais que d'autant que les possibilités d'action dans ce mouvement, dans le mouvement actuel, elles sont aussi corrélées au statut que les uns et les unes occupent. C'est, je crois, un peu plus difficile de se mobiliser, par exemple, pour les précaires. Alors, c'est le paradoxe, parce que c'est plus difficile de se mobiliser pour les précaires, mais en même temps, c'est les titulaires qui ont la sécurité de l'emploi, qui leur permettrait finalement d'être tête de file. Là, on retrouve un paradoxe des mouvements sociaux maintes fois étudiés sur les mobilisations collectives et les coûts de ceux et celles qui pourraient être amenés à y participer. Alors, c'est quand même quelque chose qui va prendre une forme, notamment la journée du 5 mars, donc la journée de demain, puisque cette émission est diffusée le mercredi 4 mars. La journée du 5 mars, qu'est-ce qui va s'organiser? Qu'est-ce qu'on en attend? Claire Pumasy. Alors, la journée du 5 mars, on arrête tout. Effectivement, l'objectif de cette journée est de libérer le temps des uns et des autres pour pouvoir se mobiliser, de créer une journée banalisée. On banalise notre journée nous-mêmes, d'une certaine manière. En faisant la grève ? En faisant grève. À l'échelle du territoire, donc de l'ensemble du territoire, en mobilisant tous les acteurs et les actrices de l'université. Et c'est là qu'on peut saluer aussi le courage non seulement des précaires, mais des étudiants et des étudiantes qui participent à ces mobilisations, au prix de leur année, hein, pour eux, faut bien le dire. Et en arrêtant l'université, remontrer du coup ce qu'on fait. Parce que c'est ça le problème du service public, c'est qu'il est invisible. On ne le voit que quand il est mal fait ou mal accompli. Or, on a très bien compris que les gouvernements successifs créaient les conditions pour que ce service public ne puisse plus assurer sa tâche et qu'à partir de là, dire regardez, ça ne marche pas, donc on va réformer, etc., etc. Là, on arrête et on montre du coup, quand on arrête, ce que ça coûte. Ce que ça coûte une université morte. Donc le but, sachant qu'on a vu que c'était une lutte de longue durée à laquelle nous allions devoir nous préparer, et qui par ailleurs s'inscrit dans une durée longue des luttes des universités. 2009 a été un moment de désarroi très fort en fait parmi les travailleurs et les travailleuses de l'ESR, et les étudiants également. Cette loi dite d'autonomie des universités du gouvernement qui était défendue par Pécresse contenait déjà en germe tout ce qu'on voit maintenant. Et quand justement on expliquait ce que recouvrait ce beau mot d'autonomie des universités, on nous accusait de crier au loup. Et puis voilà, le loup est arrivé, donc la lutte va être longue, mais du coup il nous faut frapper fort par des actions symboliques, puisque c'est un peu la ressource des faibles d'une certaine manière, c'est de montrer par des performances, de rendre visibles en fait véritablement les conséquences de cette loi. Et à partir de là, en banalisant du temps, en nous libérant pour nous rencontrer, en pratiquant toutes les formes de résistance croisée qu'on sait faire, c'est-à-dire faire des manifestations, faire des actions dans des universités, faire des flash mobs, des happenings, tout ce qui fait partie du nouveau répertoire des mobilisations sociales à l'heure actuelle, c'est essayer de justement engager un rapport de force et créer du coup un appel d'air pour qu'on puisse retrouver le temps de se rencontrer, d'élaborer une lutte dans la longue durée. Le 5 mars, c'est
à la fois le couronnement de plusieurs mois de prise de conscience dans les différentes instances de l'ESR et en même temps le début d'un nouvel appel d'air. Oui, ce qui me semble aussi important, c'est l'agenda national dans lequel on s'inscrit, parce que le mouvement de 2009, effectivement, il a été très fort, et dans notre secteur, il a pointé exactement ce qui nous revient en pleine figure actuellement, mais il n'a pas bénéficié de ce contexte national. Or, aujourd'hui, je dirais qu'il y a plusieurs raisons de se mobiliser le 5 mars et d'arrêter sa routine, son travail pour dégager du temps. C'est d'abord qu'on est tous concernés par la réforme des retraites. Je crois que là, maintenant, c'est à peu près clair pour tout le monde que le montant des pensions va baisser. Donc, à titre, rien que pour cette raison, on a des raisons comme usager du service public, parce qu'il y a évidemment l'hôpital, l'éducation nationale, etc. Donc, c'est très important que cette prise de conscience qui a été celle à l'occasion de la LPPR s'inscrive dans cette mobilisation nationale, parce que ne comptons pas, si le gouvernement passe cette réforme de retraite en force comme il le menace, je ne vois pas comment on réussira à peser avec nos questions de revue, d'évaluation, etc. Oui, parce qu'une revue bloquée, c'est pas le métro qui ne circule plus, donc ça a moins d'effets concrets sur l'espace public. Et nous n'avons pas l'équivalent du coronavirus pour inquiéter, alerter sur l'arrêt de nos activités. Cela dit, je voudrais quand même faire remarquer que l'arrêt de l'université, c'est l'arrêt des notes, c'est l'arrêt des diplômes, c'est l'arrêt d'un certain nombre de choses. Parcoursup pourrait ne pas fonctionner cette année. Je dis ça comme ça, mais c'est quelque chose qui commence à prendre forme. Donc il y a quand même une mission, des conséquences immédiates dont il faudra que les citoyens prennent conscience à partir du 5 mars. Est-ce qu'il existe des ressources que celles qui nous écoutent peuvent consulter, des organisations qui coordonnent un petit peu ce qui se passe, ou à défaut, des textes vers lesquels on peut renvoyer pour terminer cette émission ? Il y a le site de l'Université ouverte, universitéouverte.org, qui en fait avait été conçu au moment de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, et qui donc coordonne aujourd'hui l'ensemble des mobilisations sur la LPPR, où il y a à la fois tous les textes, toutes les actions en cours, des outils, des analyses qui sont très bien faites. Il y a aussi un site qui est celui d'un collectif de chercheurs qui s'appelle ROG ESR, en un seul mot, et qui font une analyse de la LPPR, et c'est notamment eux qui ont été à l'initiative d'une candidature collective à la présidence de l'HCERES, c'est-à-dire ce fameux institut de pilotage qui menace de prendre la main, disons, sur nos activités. Et puis... Fac et Labo en lutte aussi. Oui, mais alors Fac et Labo en lutte, je pense que c'est le même. C'est Université ouverte, oui, c'est le même site. Et le collectif des revues en lutte, il est aussi sur Université ouverte. Donc ça aussi, en fait, c'est anodin en apparence, mais rien qu'avoir un site pour fédérer l'ensemble de nos luttes, quand bien même elles sont différentes selon les modalités et selon les enjeux, c'est quelque chose aussi qui dit aussi de la volonté de recréer du collectif dans l'ESR. On mettra les liens sur le site Parole d'Histoire. Merci à tous les trois pour cette discussion. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.